Donc là, la prochaine étape pour moi, c'est le transfert du lait dans le réchauffeur. Une pompe qui va venir mettre notre lait là, il chauffe et c'est vers 7h15 on va pouvoir en mesurer. Je mets simplement un thermomètre de contrôle pour avoir une deuxième température du lait. Donc là, le lait va chauffer jusqu'à 35 degrés et donc dans une bonne demi-heure, on va pouvoir en mesurer. En fait, on a une montée progressive entre 14 degrés et 35 degrés. Les variations rapides, pour moi, c'est un choc thermique. C'est déstabilisant. J'ai parlé de choc thermique, ça peut être des chocs mécaniques. Le lait va pas aussi supporter les chocs mécaniques. Donc on est à la ferme, on a des petites quantités, donc il faut trouver les moyens de déplacer le lait. Le mieux c'est quand il coule tout seul. Et quand on le déplace, si on fait appel à une pompe, en fait il faut quelque chose qui va très doucement. Et vu les quantités qu'on a, si on fait pas attention, on a des solutions qui nous sont proposées qui sont des solutions de grande rapidité, beaucoup trop. Donc là encore, il faut respecter la matière, le temps qu'il faut pour remplir la cuve, comme si le lait coulait. Alors c'est un mécanisme par engrenage. Si c'était une centrifugation, on aurait bien plus de dégâts sur le lait. Alors là, on a un transfert d'une salle à l'autre. Il faut que ce transfert se passe en respectant le lait. On est dans vraiment un monde très différent entre ce que fait l'industrie, même les petits industriels de l'appellation d'origine. On est vraiment dans un monde très différent, où ils ont des barrettes d'arômes en fait. Ils ont des ferments, donc ils ont des conditions d'expression, ces ferments. Tandis que là, nous, on travaille avec une variété de ferments, en plus on les connaît pas. On sait qu'ils marchent, mais on ne les connaît pas. Tandis qu'ils ont choisi ce ferment-là, parce que dans cette condition-là, il va donner ce goût-là ou il va avoir cette efficacité-là. Nous, on n'est pas dans cette recherche de la solution efficace et en termes de technologie ou en termes de goût. Non, on n'est pas là-dedans. Par chaque fabrication, on aura une fiche qui va recenser tout ce qui s'est passé sur cette fabrication. Notamment, on va commencer par la préparation au niveau de la traite, puis ensuite les quantités de lait qui nous sont transmises. Puisque nous sommes fermiers, on aura des quantités différentes tous les jours. Donc par rapport à ça, on va calculer le taux de crème qu'on va retirer, la présure et notre manière de fabriquer. Donc là, je suis en train de faire ça. Relever les températures, notamment la température de la salle, et puis indiquer les températures du lait, notamment ici. Donc là, je vais vérifier la quantité de moules qui a été calculée hier soir par la personne de la traite pour cette fabrication. Donc ce matin, j'ai une quantité de 1614 litres de lait. On aura donc 868 moules pour cette fabrication. Donc je vais mettre les moules sur table. Le litrage par moule, il est calculé en lien avec Patrick, puisqu'il connaît ce qui s'est passé sur la ferme, notamment ce que les vaches ont mangé. Et on va s'adapter au mieux donc, à cette quantité par moule en fonction de la fabrication de la veille. Bien sûr, si on faisait une erreur de quantité de moules, on aurait soit des moules trop gros, soit des moules trop petits le lendemain. Ce qu'il ne faut surtout pas. Alors les moules étaient en fer autrefois, en métal autrefois, avec le gros inconvénient c'est que le métal était bruyant et qu'il se déforme.
Donc évidemment, quand on descendait la louche et que quand on tournait la louche, comme des fois le métal était un petit peu resserré, hop, il y avait le moule qui remontait avec, donc le fromage était foutu. Voilà, donc le plastique a cet avantage de ne pas se déformer et il est aussi confortable au niveau du bruit, parce qu'on est dans des endroits où c'est suffisamment bruyant. Les moules en plastique sont vraiment, je trouve, une amélioration importante. Les tables sont inclinées vers les sorties de sérum. En fait, on a des tuyaux qui récupèrent le sérum qui va s'évacuer de façon à ce que les goûtages se fassent gentiment. Et voilà, ça va se faire sur la paille tout naturellement. Alors, quelque chose qu'on ne pense pas à dire, quelque chose qui est très important, c'est le store en bois. Du fait de cet égouttage à 90% par le fond du moule est très important. Pour vous dire, quand on a un store neuf, on met 3 semaines à apprendre à travailler avec. C'est-à-dire qu'au début, si on met un store neuf et qu'on veut faire du fromage avec, on n'en fait pas, hein, on jette tout. Donc, quand les stores sont usés, donc on prépare le nouveau store sous l'ancien pendant 15 jours, 3 semaines. On l'imprègne de toute la microbiologie, de tous les sels minéraux de la fromagerie. Et quand on enlève le vieux, eh bien, de toute façon, on balise tous, hein, parce qu'on n'est pas sûr que ça marche. Donc cet échange entre le bois et le fromage est quelque chose de très important. Ça gomme un peu des différences qu'il pourrait y avoir d'un jour sur l'autre par la présence du store. En fait, le store va comment dire, permettre une certaine inertie du process. Voilà. Alors que si on n'avait pas ce store en bois, l'administration voulait qu'on travaille avec des stores plastiques. On a été sauvé par l'Europe parce qu'on a failli, la France était plus forte sur ce domaine que les autres. Donc nous, on a commencé et on a été sauvé par l'Europe qui a autorisé l'utilisation des matériaux traditionnels. Et donc on a pu utiliser ce store en bois alors que l'administration voulait absolument qu'on passe au store plastique. C'est un peu comme dans les boucheries, hein. On a utilisé des billots plastiques à un moment. Aujourd'hui, on est revenu aux billots en bois parce que c'est beaucoup moins nocif si on ingère un morceau de bois que si c'est un morceau de plastique. Et puis, il y a une autre chose très importante aussi, c'est qu'il se crée autour du bois des équilibres microbiens surprenants. Ces équilibres microbiens ne se créent pas sur du plastique. Alors le store est en bois blanc. C'est pas moi qui ai décidé que ce soit comme ça, mais je pense qu'il faut des bois assez souples, puisque vous avez vu quand même il faut de la souplesse. Et puis il faut surtout pas de tanin, pas de choses qui colorent et qui donc en fait la matière est la plus neutre possible. Et après elle va s'imprégner de toute l'ambiance de la fromagerie. Même si le store, ben oui, on le fait bouillir. Alors c'est pas tout à fait bouillir, hein, c'est vers 80-85 degrés, mais c'est pas le store qui va ensemencer, mais il reste quelque chose, et ce quelque chose aide tous les jours à la fabrication des fromages. Entre guillemets, la preuve, c'est que quand on met un store neuf, on fabrique pas. On va les mettre bien en quinconce de façon à ce qu'ils ne bougent pas lors du moulage. Sinon le cahier sortirait en dessous et on ne ferait pas un beau travail. Là je contrôle que les moules soient bien positionnés parce qu'effectivement si un moule est mal mis et qu'il bouge lors du moulage, le cahier va ressortir en dessous et ce sera une difficulté à la retourne ce soir, ce qu'on ne recherche pas du tout, quoi. Alors Cindy est en train de mettre quelques repères sur la table de façon à ce que le moulage soit le plus homogène possible dans notre matinée. Puisque plus les fromages vont être identiques au niveau poids et goûtage, on va les gérer de la même manière. Quand ils sont mis sur les clés et les rolls, c'est vrai que c'est l'idéal quand tout est uniforme. Donc là, je vais me préparer à l'emprésurage. Vérifier. Je vais préparer ma présure. On dit un fromage présure, c'est 40 ml de présure avec une chymosine à 520 mg. Donc 40 ml de présure pour 100 litres de lait.
Voilà, ça c'est la pleine dose de présure. Puis vous avez des fromages totalement lactiques, ben on n'en met pas. Et c'est les bactéries qui vont faire le travail. Et donc là, mi-lactique, mi-présure, normalement c'est 20. Voilà. Et donc nous, on a été à 20 ml de présure. Alors, en équivalence à 120 mg, hein, toujours pareil. Ici, on utilisait de la 300 au lieu de la 520, donc en fait, il faut faire la règle de 3 pour corriger. Mais historiquement, il avait quand même été écrit dans l'appellation d'origine inférieur ou égal à 23 millilitres de présure pour... mais personne pratique entre 20 et 23. Donc nous, on est à 23. Parce que ce lait est tellement efficace, alors pour plusieurs raisons, hein, parce que ce ne sont que des vaches normandes, parce qu'il n'y a pas d'ensilage, et surtout aussi, peut-être, parce qu'il n'y a pas de réfrigération du lait. Donc il n'y a pas d'altération du calcium. En fait, le lait est très légèrement acide. Plus vous le conservez longtemps, plus il va consommer son minéral. Et au moment de la coagulation, c'est fondamental. Donc tout ça crée de l'efficacité parce qu'on met toutes les chances de notre côté. C'était très surprenant. Personne ne nous croyait qu'on était capable de faire du camembert avec 1,9 litre au début. Hein. Les gens disaient, mais il sait pas compter, c'est tout. Et pourtant, si, pour les raisons que je viens d'indiquer, ces 3 facteurs additionnés, ça crée vraiment une différence très forte. Voilà, c'est un atout économique. Hein, quand on avait calculé la rentabilité de la fromagerie et qu'on se retrouve avec 15% de fromage de plus au moins de fabriquer avec la même quantité de lait, c'est pas mal. Hein, Maintenant, il fallait quand même qu'il soit bon, qu'il soit beau, qu'il soit bon, et pour ça, on a galéré. Oui, alors on a choisi la 300 mg de présure donc, parce qu'en fait, les anciens fromagers travaillaient avec celle-ci parce qu'elle est moins concentrée, donc elle est moins filtrée, elle a des substrats qui... Là, bien sûr, c'est une présure, on parle de la chymosine, c'est-à-dire sa concentration en éléments efficaces, mais moins elle est concentrée, plus il y a d'autres éléments qui ont de l'importance aussi. Donc on a commencé comme ça, on a appris à la maîtriser comme ça, et je sais que si on utilisait de la 520, on aurait un égouttage plus rapide. On n'a pas osé changer, en fait. et je crois pas... enfin voilà, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Alors c'est un petit laboratoire qui nous fournit en présure, c'est Abia, c'est en général un laboratoire qui fournit les petites fromageries. On essaie de trouver aussi des fournisseurs qui soient adaptés à notre taille, ce qui est pas toujours facile. Aujourd'hui, il y a des concentrations énormes dans tous les fournisseurs d'ustensiles, de matières premières, quelles qu'elles soient, même si on en consomme peu de matières premières. Par exemple, le sel, on a galéré aussi. Le sel en taille fermière, en sel bio, utilisable en bio. Il faut trouver la bonne façon de s'alimenter, hein, afin de trouver des ingrédients. Mon lait est chaud, je vais pouvoir commencer le premier emprésurage. Donc on va indiquer nos heures d'emprésurage pour connaître également nos heures de moulage. Ça me sert à connaître le niveau de lait que je souhaite avoir dans ma bassine ce matin. Cette étape va être répétée plusieurs fois dans la matinée, donc en intervalle de 40 minutes pour ce matin. On peut être entre 40 et 50 minutes. Alors le temps de prise est important et il est fonction de l'activité bactérienne. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est-à-dire que le temps de prise, moi je pensais qu'il était complètement lié à la dose de présure. Et en fait, c'est pas vrai du tout. En fait, si on a une belle activité du lait, en fait, on aura bien sûr l'effet de la présure. Voilà, l'effet de la présure, on va dire, c'est environ 15 minutes. Si on mettait que de la présure sans activité du lait, on serait sûrement à 20 minutes entre le moment où on met la présure et le temps où le lait est coagulé. Et en fait, donc on va se rapprocher de la température. Si on était à pleine dose de présure, on serait à 12 minutes. Voilà. Donc on va se rapprocher de la dose si l'activité bactérienne prend le relais, voilà. Donc plus l'activité du lait est forte le matin, plus le temps de prise va être vers 15 minutes, voire très légèrement en dessous à certains moments. Donc là, on voit déjà, si on sait analyser, on voit déjà la force de l'activité du lait qui s'ajoute à la dose de présure. Pour tout ce qui est moulage,
emprésurage, moulage et égouttage du fromage, toute la partie premier égouttage. En fait, on est sur une température qui en camembert de Normandie est autour de 30 degrés. Alors, quand je dis autour, on peut monter jusqu'à 31. J'ai vu même des salles à 32, mais ça peut être 27 aussi. Voilà, on a entre 5 degrés là où en fait on va gérer l'activité bactérienne du lait. C'est surtout les bactéries là qui vont varier en fonction de la température. Et voilà, mais on a besoin de cette phase de salle chaude. Voilà. Alors c'est pénible, hein. Ça c'est pénible de travailler à des températures comme ça, mais à la fois c'est le caractère mi-lactique, mi-présure. On a mis une demi-dose de présure. À un moment, si on veut que l'égouttage soit assez rapide derrière, il faut la température. C'est la condition de réussite du développement des bactéries qui vont permettre l'étreinte de la matière par la rétractation des caséines. La température d'emprésurage, elle est idéale autour de 35. On pourrait penser que si on monte un peu la température, on va gagner en efficacité. C'est pas le cas du tout. Voilà. On peut emprésurer entre 32 et 37 et il n'y a pas d'intérêt à être à 37. La présure, elle fonctionne très bien sur cette plage et que si on monte trop haut, on risque d'avoir un effet qui correspond à de la fièvre en fait. Donc en fait, toute la microbiologie du lait peut être en surchauffe ou alors on développerait des types de bactéries qui vont se trouver bien entre 35 et 37, mais sauf que dans la salle, il fait 30. Donc pendant un moment, on va développer des bactéries qu'on saura pas faire continuer à évoluer après. Donc en fait, il y a un effet négatif. Et on avait une personne qui travaillait en fromagerie qui montait à 38, 39. Alors là, elle voulait gagner du temps, elle voulait finir plus vite le soir. Du coup, il y avait des jours où ça fonctionnait pas, enfin, on comprenait pas en fait. Justement parce qu'on avait créé cette période de fièvre pour le lait, qui en fait avait cassé la dynamique. Donc voilà, 35 c'est important. Si on est à 34, je pense que c'est aussi bien. On peut pas être en dessous de 32. Voilà. Et puis quand ça peut arriver aussi une petite erreur, la chaudière qui fonctionne pas trop ou un truc comme ça. Donc le fait d'être à 34, même si la chaudière est un peu en retard ce jour-là, finalement on peut emprésurer à 32. Donc en fait par rapport à l'objectif, on arrive à couler. Mais moi j'ai fait des emprésurages à 32. On est très bien. Hein. Le chlorure de calcium, nous n'en mettons pas. Je ne connais pas un industriel qui n'en mette pas. Alors, le chlorure de calcium, c'est au moment de la coagulation, le lait a besoin de calcium. Ça c'est difficile à comprendre que les caséines, quand elles se rigidifient, quand elles font leur travail d'étreinte, elles ont besoin de calcium. Il n'y a pas d'industriel qui fabrique du camembert au lait cru sans analyse libératoire du lait. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, on fait une analyse sanitaire qui dure 10-12 heures. Le lait est arrivé, il a 2 jours. Donc déjà, on fabrique pas avec du lait d'une journée. Grave erreur, mais bon, ils font ça pour gagner des sous. Hein. Et aussi pour faire moins d'analyses, puisqu'en fait, quand ils ont le lait d'un producteur qui a 2 jours, au lieu d'un producteur qui a 1 journée, ça fait 2 fois moins d'analyses à la fin de l'année. Hein. Au lieu de faire une fabrication avec 20 producteurs, ils font une fabrication avec 10 producteurs. Donc le risque aussi de détruire est plus faible. Parce qu'en fait, plus vous mettez de producteurs de lait différents, forcément le risque il augmente en fonction du nombre. Donc ils ont choisi ça. Ils ont pas choisi la bonne méthode, mais ça les regarde. Si on regarde la Franche-Comté a choisi de faire des fromages au lait cru. Toute la Franche-Comté a choisi de faire des fromages au lait cru avec du lait qui a 1 journée et qui n'est jamais descendu en dessous de 12 degrés. Donc les gars, ils ont choisi la qualité. Ici, on a choisi la sécurité sanitaire. Donc ils font tous comme ça. Le problème, c'est que le lait, il a 60 heures dans les pâtes quand il arrive au moment de la coagulation, minimum, et que le calcium, à cause du pH, est pas mal déboulonné. Hein. Voilà. Donc il faut en remettre, sinon la coagulation va mal se passer. Donc bien sûr, on n'en met pas parce que dans le cahier des charges bio, ça tient pas. Il faut demander une dérogation, et moi je demande pas de dérogation. Alors il y a beaucoup qui font du camembert bio avec dérogation. Hein. Dérogation technologique, c'est on ajoute du chlorure de calcium qui normalement devrait pas être là. Personne ne le dit. D'accord. Tous les camemberts bio industriels, y compris au lait cru en appellation d'origine, sont tous faits
avec de l'ajout de chlorure de calcium. Nous n'en mettons pas. Nous n'en mettons pas parce que nous n'en avons pas besoin et puis ils vont très bien fabriquer comme ça.